Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons Ultra Énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu pognes ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Let's go, allez essayer ça puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 105 de Pas sorti du bois. Et oui, je suis seul, pas d'invité, c'est pas arrivé souvent à Pas sorti du bois, mais j'avais le goût de le faire, j'avais le goût de vous laisser avant une petite pause estivale avec un épisode en solo. C'est pas faute d'invités, c'est pas parce que je manque d'invités, inquiétez-vous pas, je regarde mon programme des prochains mois pour Pas sorti du bois, les gens avec qui j'ai jasé, puis on manquera pas d'invités à vous faire découvrir. Par contre, on ressort tout juste du Québec Méga Trail. Je m'en vais dans un de mes plus gros rushs, un de mes plus gros ultras à vie, et ce n'est pas de la course, c'est avec mon emploi, le Festival d'été de Québec. On est à quelques jours de commencer ça. Ensuite, j'ai la CCC. Je me suis dit, avant de nous laisser sur cette petite pause estivale-là que je prévois avec Pas sorti du bois, pourquoi ne pas faire un épisode où je vais vous jaser, je vais vous susurrer à l'oreille, vous raconter mon Québec Méga Trail, raconter comment ça s'est passé parce que c'est un truc que j'ai trouvé vraiment le fun ce week-end. On était à Beaupré, dans Charlevoix pour le Québec Méga Trail, puis j'ai rencontré une tonne de coureurs, de coureuses qui m'ont parlé du podcast, puis à chaque fois je trouve ça malade d'être en train de courir, puis qu'on se mette à jaser, puis que là, les gens me parlent du podcast, comment il apprécie ce que je fais, tu sais, ça me touche vraiment, puis on s'habitue jamais à ça, tu sais, ça fait presque 2 ans que je fais Pas sorti du bois, puis je vous le dis, on s'habitue vraiment pas à ça, au fait de se faire dire que ce qu'on fait peut faire une petite différence ou peut faire du bien simplement parce que je vous accompagne dans vos courses quotidiennes, dans vos rides de voiture ou peu importe. J'ai eu des super beaux témoignages, notamment un gars au ravito Mistachibo, donc en plein milieu de la Mistachibo. Ça fait 12 km que c'est tough. T'sais, on court une portion d'asphalte, après ça on arrive dans un sentier qui est boueux, qui est technique, puis on sait ce qui s'en vient après ce ravito-là qui est la pire portion ou la plus belle portion de Mistachibo, ça dépend à qui on parle. Puis je suis assis là, puis tu sais, je me suis assis 2 minutes, manger quelque chose, puis boire, puis il y a un médic qui est venu me voir, un bénévole, qui est venu me dire « Hey, si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de toi, j'étais blessé, puis j'avais rien d'autre à faire, puis j'étais un peu découragé de la course, puis je me suis mis à écouter ton podcast, puis ça m'a donné le goût de faire mes exercices de renforcement musculaire, de me refaire, pas une santé, mais de me refaire physiquement suite à cette blessure-là, puis aujourd'hui, je suis là comme bénévole, puis ça prend du mieux, puis j'ai écouté ton podcast pendant cette période-là, puis ça m'a aidé, ça m'a inspiré, puis ça, j'ai trouvé ça malade, parce que c'était ça le but à la base, en partant Pas sorti du bois, c'était d'inspirer à travers des invités inspirants, c'était de vous divertir à travers des invités divertissants, puis après 104, 105 épisodes, je suis content de voir que c'est mission accomplie, puis que ça plaît à du monde, donc c'est ça, j'avais le goût de vous parler un peu de ce Québec Méga Trail-là. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit en fin de semaine « Hey, on a hâte d'entendre ton récit de course, puis de la balado-réalité, puis toute la patente, puis avant de vous raconter mon Québec Méga Trail, je vais vous raconter quelque chose que j'ai pris conscience, peut-être, je ne vais pas dire dans la saison morte, mais pendant l'hiver, quand je voyais où je voulais aller avec ce podcast-là, où je voulais aller moi comme coureur, d'une décision que j'ai prise. Est-ce que c'est une grande décision de vie? Non, pas du tout. C'est juste quelque chose qui m'a fait réfléchir. Je me suis questionné en fait sur ma saison passée où j'ai beaucoup enchaîné de courses, bien sûr, et aussi beaucoup de podcasts entourant ces courses-là. Puis tu sais, moi, je me considère d'abord et avant tout comme un coureur. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui m'a amené à faire le podcast. C'est le fait qu'à la base, je suis un coureur puis je trippe à en jaser avec du monde. Puis après ça, je suis devenu animateur de balado parce que j'ai parti ce projet-là. Puis j'ai beaucoup mixé ces deux rôles-là
très très près l'un de l'autre l'année passée, que ce soit au Gaspésia où j'ai enregistré la veille de la course des épisodes avec Anne Bouchard et Caroline Côté. Ensuite, Québec Méga Trail, j'ai enregistré des épisodes avant la course. J'ai fait ma course le lendemain matin, des enregistrements avec 4 invités. Après ça, Bromont, j'ai fait de la balado-réalité. Cryo, cette année, j'ai fait un épisode juste le lendemain de la course. Tout ça est vraiment trippant, mais j'avais l'impression que je me donnais pas à 100% dans les deux. Je sais pas comment le dire, c'est peut-être que mental parce que je me donne dans le podcast, je me donne dans la course, mais j'avais l'impression que ça me surchargeait l'horaire de me dire en fin de semaine, non seulement je vais courir un ultra, ce qui est déjà quelque chose qui est demandant, qui est difficile, mais en plus sur le side, avant, après, pendant, je vais enregistrer un épisode de podcast. Puis cette année, j'avais une belle saison qui s'en venait. J'avais le Québec Méga Trail, j'ai la CCC à Chamonix qui va être une expérience de fou. Puis je me suis dit, OK, là, cette année, on mixe pas ces deux choses-là. Quand je vais faire du podcast, je vais le faire à 120% comme je le fais tout le temps. Puis quand je vais courir à 120%. Puis j'aurais pas besoin de me dire « Oh, il faut pas que je finisse trop tard ma course parce que demain, j'ai un épisode à enregistrer tôt le matin. » et vice-versa. Fait que je décide d'être pleinement un coureur quand je décide d'être un coureur puis de m'inscrire à une course puis de mettre un dossard. Et je vais être pleinement un podcasteur, un animateur de podcast quand je décide soit de couvrir un événement comme je l'ai fait avec la Western States, avec les épisodes avec Marianne, avec Nicolas, ou dans d'autres cadres qui reviendront un peu plus tard. Et de ce fait, ça fait que la CCC que je vais aller faire à l'UTMB, moi, je pars à Chamonix vivre le trip de coureur ultime. Tu sais, ceux qui suivent l'Ultra Trail, on le sait, l'UTMB, c'est quelque chose d'unique. Puis avec les nouvelles règles, moi, je le répète des fois quand j'en parle autour de moi, c'est peut-être la seule chance que je vais avoir de courir cette course-là parce que malheureusement, le système de points et de tout ça a changé avec le temps. Puis là, ça devient de plus en plus difficile de participer à l'UTMB ou à l'une de ces épreuves. Donc, cette année, je vais le vivre à 100% comme coureur. Je pars à Chamonix avec mon stock de course, mais je pars pas avec mes micros puis mes patentes. Puis certainement dans le futur, l'UTMB est là pour rester. Puis Pas sorti du bois est là pour rester. Donc possiblement dans le futur, j'aurai l'occasion d'aller couvrir l'UTMB en tant qu'animateur de podcast, en tant que podcasteur. Puis ça va être un autre trip complètement débile. Mais cette année, je vais le vivre pleinement comme coureur. Même chose pour ce QMT-là. Tout Trail a fait une job de fou à couvrir l'événement. Puis moi, j'adore Tout Trail. Je veux dire, je m'en cache pas. Là, je le dis depuis tout le temps que c'est le fun qu'on ait plein de podcasts ensemble. Ça fait une belle diversité dans notre communauté trail d'avoir différents podcasts qui sortent du contenu. Tout Trail était là pendant l'événement. C'est trippant. Moi, j'ai pu le vivre pleinement comme coureur. Puis j'ai pas d'épisode spécial. Puis aujourd'hui, oui, il y a le nom QMT dans le nom de l'épisode, mais j'y réfléchissais, puis il y a tellement de monde qui m'a écrit après la course « Hey, j'ai hâte que tu nous racontes ton récit de course. » Puis honnêtement, gang, je sais pas trop ce que j'ai à vous raconter. Tu sais, il y a de ces courses-là qui sont épiques avec des anecdotes abracadabrantes et des affaires qui ont pas de sens, qui font que ça fait des bons épisodes. Puis j'en ai eu des invités qui m'ont raconté des courses qui ont pas eu de sens avec des bonnes anecdotes. On dirait que ce QMT-là, c'était une belle revanche, je vous en avais parlé. J'ai couru avec mon dossard de DNF de l'année passée, à le cacher dans le fond de ma veste. J'ai complété ce 110 km-là, un QMT extrêmement difficile. C'est toute qu'une course, tout qu'un événement. Je l'ai complété, mais je sais pas, j'ai pas de grandes anecdotes à vous raconter. Je sais pas s'il faut que je me sente mal de ça. J'ai rien à... Je peux pas vous divertir avec une histoire sans queue ni tête. Ça a pas été ça. Ça a été une superbe course, je veux dire, moi, le QMT, c'était ma 4e participation, ma 5e épreuve en 4 participations au QMT. Je suis en amour avec cette course-là. Pour moi, c'est l'une des plus belles courses au monde, point final. Puis, j'avais une revanche à prendre, je l'ai prise. J'ai eu une course assez idéale pour la première moitié, je vous avouerai. 5h du matin, samedi, j'étais avec JP Simard, un autre cute. On portait fièrement nos camisoles de cornet au quai de Petite-Rivière-Saint-François. On part. Il était sur le 80, j'étais sur le 110. On a fait une montée ensemble. Ça a été cool. Tu sais, JP, on se côtoie à travers les cute, mais c'est le fun de partager des kilomètres avec lui. JP, c'est un excellent coureur. Il était sur le 80, puis à un moment donné, après peut-être une dizaine de kilos, j'ai fait « Hey, je vais le laisser aller parce que je sais comment j'ai fait mes affaires l'année passée. » Plein de facteurs qui avaient mené à cet abandon-là, mais j'étais peut-être parti un peu vite, puis là,
je m'écoute, je vieillis, je mature peut-être, mais je décidé, garde, il est une mini affaire plus vite que ce qui serait mon pace idéal pour commencer un 110 km. Je vais me respecter là-dedans, puis si la course en veut ainsi, on se recroisera plus tard sur le parcours, puis si c'est pas le cas, ce qui est arrivé, JP a fait une course solide jusqu'au Mont-Saint-Anne à son finish, puis on s'est pas recroisé, on s'est croisé après, mais je me suis dit, laisse-le aller. J'ai continué, puis moi, cette première montée-là du massif au QMT 110, ben, elle est tough. C'est un premier 15 kg avec un 1000 mètres qu'on se prend dans les jambes, mais on prend ça cool. C'est un début de course, c'est pas là qu'on s'éclate. Puis après ça, ben, c'est une portion qui, moi, ça m'a confirmé en fin de semaine que c'était ma portion préférée. Puis si un animateur de podcast me demandait c'est quoi ton sentier préféré, là, il y a du monde qui font ça, on dirait. Je pense que je répondrais le sentier des Caps parce que ce tronçon-là entre le début du massif, en tout cas entre le sommet du massif jusqu'à Saint-Tite-des-Caps, c'est tout simplement magnifique. Tu sais, c'est pas des gros pitchs de dénivelé, mais c'est du sentier qui est technique mais courable. Tu sais, c'est pas du sentier extrêmement technique, c'est pas roulant, c'est un peu un entre-deux de tout ça, mais c'est juste le fun à courir, c'est vallonneux. Donc il y a des montées, des descentes, t'es jamais sur le plat, mais c'est ça, tu peux juste, je pense que c'est un trip de coureur, de coureuse. Tu peux juste ouvrir la machine, courir, jogger, peu importe, mais ça se fait bien parce que c'est un sentier qui le permet, mais c'est juste trop beau. Puis j'ai trippé cette portion-là sans bon sens, puis je me suis rappelé à un moment donné dans le parcours, le moment où l'année passée, avant mon abandon, je me suis mis à mal filer parce qu'il faisait super chaud. Là, cette année, c'était un peu plus doux, mais ça a été trippant d'avoir ces sensations-là. Puis d'arriver à une place où je me rappelle avoir vu telle chose sur le parcours. Puis de me dire, l'année passée, ici, j'étais tellement défoncé, j'étais tellement magané. Puis là, je l'étais pas. Fait que j'ai profité du parcours. La nutrition se passait bien. Les bénévoles étaient le fun. J'ai couru avec plein de monde. Je tiens à saluer François Boucher de Capic 1 que j'ai croisé sur le parcours. François, c'est drôle parce que, tu sais, on s'est connus à travers Raise a Hab que j'avais reçu au podcast. Capic 1 est devenu un partenaire caféiné du podcast. Puis, on s'écrit, on se côtoie virtuellement. Moi, je pense qu'on n'avait jamais eu l'occasion de jaser plus que 2 minutes à l'UTHC où il était là l'année passée. Puis là, on a pu jaser, on a partagé quelques kilomètres ensemble, puis c'était vraiment trippant. François a fait une super course, il a terminé lui aussi le 80 très solide. J'ai pas reparlé après, mais je pense qu'il y a eu une belle performance, puis un gars tellement fin. Fait que tu sais, jase avec des gens, on avance à Saint-Tite-des-Caps, il faisait beau, faisait pas trop chaud, on en profite, arrive à Saint-Tite-des-Caps, kilomètre 57, ma blonde est là, son amie Julie est là qui était venue aussi faire le crew. Il y a de l'ambiance à Saint-Tite-des-Caps. Et l'année passée, moi, j'ai passé 2h30 d'agonie en coup de chaleur. Là, j'ai pu profiter de Saint-Tite-des-Caps. J'ai arrêté un petit 5-7 minutes, manger un riz à l'avocat. Ceux qui se rappellent l'épisode de Balado Réalité à Bromont, j'ai remangé un riz d'avocat. Ça a bien passé. J'en ai profité, changé d'espadrille. Ça allait bien. J'ai mis mon petit bucket hat de Oka parce que les gens m'en ont parlé. T'as l'air un peu corné avec ça sur la tête, mais ça fait un job quand il y a du soleil. Puis je savais qu'après Saint-Tite-des-Caps, il y avait quelques kilomètres de route à faire, bien exposés. Fait que je me suis dit, let's go, on met le chapeau à la Jim Wamsley Western State. J'ai l'air un peu cornet, mais ça fait un job. Fait que j'ai juste eu du fun. J'étais content de repartir de ce ravito-là aussi rapidement, contrairement à l'année passée. Puis ensuite, c'est la Mistachibo. Ceux qui connaissent la Mistachibo, qui ont fait le 50, qui ont fait le 110, le 100 000, le 80 ou qui connaissent le sentier tout simplement, c'est pas pour les doux, mais faut être patient. Puis quand je parlais avec des gens sur le parcours, tu te mets à jaser de ce qui s'en vient. Puis le mot Mistachibo, tu sens qu'ils le disent, puis qu'il y a de quoi qui se passe dans leur tête, dans leurs yeux, de « Ah, shit, ça va être tough. » Puis moi, ce que je répète tout le temps, c'est « Faut être patient. » La Mistachibo, ça avance pas vite pour personne. Je serais curieux de voir nos élites sur le 50 km, à quelle vitesse ils réussissent à avancer là-dedans, mais quand tu es sur un 80, un 110 ou peu importe, quand tu es sur un 50 puis tu n'es pas en mode racing à courir après JP Thibodeau qui a gagné cette course-là, je pense que tu peux avoir du plaisir dans la Mistachibo si tu acceptes que ça va avancer lentement. Puis tu sais, entre essayer d'aller super vite puis de te planter puis de te ramasser ces roches un peu partout ou en profiter puis avancer, petit train va loin, moi, c'était ça ma stratégie, puis j'ai eu du fun. Par contre, toute cette Mistachibo-là, ça s'est bien passé, mais la bouffe rentrait plus aussi bien. J'avais le ventre plein, je venais de manger mon riz à l'avocat et tout le reste, puis le début de mon premier 57 km, je m'étais super bien nourri. Mais là, j'avais pas faim, puis il n'y a pas grand-chose qui ont rentré, mais écoute, c'est des choses qui arrivent.
On fait la Mistachibo au grand complet. Je tiens à saluer Dania avec qui j'ai joué au yo-yo un peu toute la course. Elle était sur le 80, moi sur le 110, puis elle me dépassait, je la redépassais, puis on avait du fun, on se connaissait pas, mais on jasait, puis on a partagé la ride de raft, parce qu'on se rappelle que sur la Mistachibo, il y a un pont qui est tombé il y a quelques années, puis maintenant on le traverse en bateau soufflé, en bateau de rafting. Fait qu'on a partagé ce moment-là, c'était drôle. Puis on avançait comme ça dans la Mistachibo. Et là, à un moment donné, on arrive à un endroit qui d'habitude n'était pas sur le parcours. En tout cas, moi, à ma connaissance, les fois que je l'ai fait, n'étaient pas là. Les chutes Jean-Larose, qui sont magnifiques. Hein? Si vous voulez faire des belles photos, si vous voulez faire une belle randonnée en famille, tu descends l'escalier, c'est beau. Mais quand tu as 78-79 km, puis il faut que tu montes les 8 millions de marches de l'escalier Jean-Larose, c'est rough. Mais écoute, c'est ça qui arrive. On le fait. Qu'est-ce que tu veux, on est rendu là, puis il faut le faire. Puis on sait que juste après cet escalier-là, on arrive au Mont-Saint-Anne, puis là, on a notre crew. Mais moi, ça m'est rentré d'un patte solide. Puis ça me rappelle, je saute du coq à l'âne, mais dans cette section-là, j'ai aussi couru avec un gars qui s'appelait Bruno. J'ai pas son nom de famille, mais je le salue. Parce que lui, Bruno, a décidé de faire le 80 km à la marche complètement. Donc, inspiré par Yvan Lheureux qui avait entendu à Pas sorti du bois, Bruno a décidé de faire le QMT 80 au pas de marche, un pas de marche très rapide parce qu'il est passé au Mont-Saint-Anne puis il a fini dans un chrono avant moi. On se rappelle qu'on est parti en même temps puis j'étais quand même sur un pace qui se passait bien. Le gars est très solide, je veux dire, sur le plat, mais surtout sur les montées, imbattable. Puis dans les descentes, il se laisse un peu aller. Fait que c'est un petit jog, je crois, à voir comment on a passé quelques kilomètres sur le parcours, mais très impressionnant. Il a entendu Yvan Lheureux qui avait fait l'UTHC 125 à la marche, il a décidé de tenter ça au QMT, puis il l'a fait avec brio, donc je le salue, Bruno. Bref, l'escalier Jean-Larose, c'est rough pour les jambes, c'est rough pour la tête. J'arrive au ravito du Mont-Saint-Anne, puis paraît-il que j'avais pas l'air d'aller. Ça, c'est mon crew, c'est ma blonde qui m'en a parlé après. J'étais un peu, pas confus, mais très sérieux, très neutre, pas trop d'émotions, un peu blême, paraît-il. Moi, dans ma tête, j'avais passé 15 minutes au ravito, puis j'étais reparti monter le Mont-Saint-Anne. Dans les faits, c'était un genre de 40 minutes. Un peu d'élévation des jambes dans les airs parce que j'étais un petit peu magané, une petite ampoule à régler, incapable de manger. J'avais une autre portion de riz à l'avocat, j'y ai pas touché. Beaucoup plus tough ce ravito-là. Je sentais que j'étais dans le creux. Je le sentais depuis quelques kilomètres avant le ravito du Mont-Saint-Anne, mais un creux, comme dit Gilles Poulain, hein, tout passe, ça finit par passer. Puis j'étais pas. Moi, dans ma tête, il n'y avait aucune chance que je finisse pas ce course-là. Puis le dernier 30 kg du QMT 110 c'est extrêmement difficile. Puis après l'avoir fait avec 80 km dans les jambes, il est vraiment, vraiment difficile. Mais à ce moment-là, j'étais dans des temps plus rapides que je pensais. J'avais énormément de temps avant les cut-offs. J'avais aucun stress de temps. Je savais que j'étais dans un creux, que j'avais des ampoules, que j'avais pas mangé depuis le 57e kilomètre, mais dans ma tête, il n'y avait aucun doute que j'allais finir. Par contre, dans quel état et comment, c'était ça qu'on allait découvrir sur le dernier 30 km. Par contre, la chance que j'avais sur ce dernier 30 km, c'est que j'avais mon pacer Dom, encore là, recette gagnante après le riz à l'avocat comme Bromont. J'avais le même pacer qu'à Bromont, Dom qui m'avait supporté sur les derniers 40 quelques kilomètres à Bromont. Là, je l'avais sur les 30 derniers. Et on est parti en même temps qu'un autre cute qui lui aussi arborait sa super camisole de cornet, Thomas Andrews qui était sur le 100 000. On est parti, moi avec Dom, lui avec sa sœur qui était son pacer, puis on amorce une montée du Mont-Saint-Anne, comme ça va comme ça peut aller. On monte par l'Escarpé qui est un sentier extrêmement technique, des grosses roches. On monte comme on peut. C'était pas le pace le plus rapide, mais c'était steady. Puis encore là, ça allait pas dans ma tête. J'étais un peu dans le brouillard. Puis je pense que je commençais à avoir l'estomac un peu vide. Puis quand tu essaies de monter, au début, je me disais, crème, j'ai-tu fait assez de dénivelé? J'ai le manque de jambes, mais je pense que c'était pas tant le manque de jambes puis le manque d'entraînement de dénivelé. Je pense que c'était tout simplement le fait que j'avais l'estomac un peu vide. Le 57e kilomètre, ça faisait longtemps, Saint-Tite-des-Caps. J'avais toujours pas réussi à manger quelque chose de solide. Puis j'avais un mal de cœur. Tu sais, je sentais pas que j'allais être malade, mais j'avais un fond de mal de cœur qui me donnait pas le goût de manger quoi que ce soit. Puis pourtant, première moitié de course, la nutrition avait passé comme une lettre à la poste. Ça allait super bien. Là, pas du tout.
Bref, je m'inquiète pas avec ça, je bois un petit peu de coke. On arrive en haut du Mont-Saint-Anne et là, la médic m'a dit qu'il faut que je mange un peu parce que je dois avoir l'air un peu blême. Puis je lui avais dit que j'avais pas mangé grand-chose. Manger une petite demi-patate, ça passe un peu croche. Je bois une gorgée d'eau, bois une gorgée de coke. On amorce la descente du Mont-Saint-Anne et la deuxième montée. Ça se passe plutôt bien. Encore là, la descente va super bien. La montée, je manque de gaz, puis je le sais que c'est à cause que j'ai faim, mais je réussis pas à manger quoi que ce soit. Dans la montée des Pianiers, mange une demi-go Fnac, ça passe, mais je sens qu'il y a de quoi qui marche pas. C'est-tu la chaleur qui m'a coupé un peu l'appétit? Des fois, on comprend pas trop ce qui se passe. 80% des abandons en ultra-trail sont question de digestion. Là, est-ce que c'était ça? Probablement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais pas. Bref, deuxième montée, on arrive au Mont-Saint-Anne. La même médic me regarde et dit « Pis, t'as-tu mangé? » Une demi-go Fnac. Mais réessaye une patate. Je réessaye une demi-patate. Ça passe comme ça peut passer encore. Mais je me dis là, il me reste 22 km. C'est long, mais c'est pas long sur un 110. J'ai déjà fait plus longtemps que ça sur le coke parce que ça passait. Je veux dire, c'est du liquide, c'est caféiné, c'est sucré. Elle m'avertit bien de faire attention parce que finir un ultra sur le coke, c'est vraiment pas optimal. Tu peux faire une gastrite. C'est beaucoup acide. Fait que, tu sais, ça te tente pas de vomir en jet comme Marianne a pu le raconter. On salue ceux qui, encore une fois, déjeunent en écoutant l'épisode. Je suis désolé. Mais c'est le genre de choses qui peut arriver. Bref. Je demeure prudent. On descend le Mont-Saint-Anne. Puis là, il faisait fret. On était rendu la nuit. Et là, on amorce une portion qui moi, je me rappelle quand j'ai fait le QMT 25, j'avais trouvé un peu longue. Quand j'ai fait le QMT 50, je l'avais trouvé encore plus longue. Quand je m'entraînais, puis j'étais allé faire des new Mont-Saint-Anne, puis je faisais le QMT 25 après quelques montées du Mont-Saint-Anne, je la trouvais longue. La portion entre la descente du Mont-Saint-Anne sur le versant nord et le ravito du fondeur, c'est rough. Puis pourquoi c'est rough? Pas parce qu'il y a du gros dénivelé, pas parce que c'est hyper technique, parce que t'es dans le bois creux. T'as aucun référent de où tu t'en vas. Tu sais, quand tu montes une montagne, tu sais où tu t'en vas. C'est tough, ça fait mal aux jambes, mais il y a le sommet qui est là, puis on va se rendre. Là, t'es dans le bois bien profond. Il fait noir, t'as aucune idée où tu t'en vas. C'est vallonneux, fait que dès que ça monte un peu, ton corps te dit « Hey, marche donc ». Ben non, faut pas que tu marches, faut que tu cours, mais c'est tough. Tu sais, t'es rendu au 90e, 95e kilomètre. Un bout que j'ai trouvé vraiment tough. Fait qu'encore là, dans le creux, fait que là, depuis à peu près le 77e kilomètre, j'étais un peu dans le creux. On est rendu, je sais pas, au 95e, 96e. Puis je suis pas à l'agonie. Je contemple pas du tout l'abandon. Moi, dans ma tête, c'est clair que je finis. Mais, tu sais, je sens que c'est pas un bon moment mental. Dom essaye tant bien que mal d'entretenir la conversation, mais j'ai pas trop le goût de jaser. Puis je remercie Dom qui a fait une job de pacer encore là exceptionnelle, mais j'ai pas été je pense qu'à Bromont, après 140 km, j'avais plus de gaz et plus d'énergie pour jaser que là. Clairement, je suis en grosse carence alimentaire. C'est dur physiquement, mais au moins, depuis que je me suis mis les jambes dans les airs au Mont-Saint-Anne, je file bien. Je file bien les jambes, j'ai du gaz, puis Eric, mon coach, m'avait dit que tout le volume qu'on t'a fait faire, tout l'entraînement que t'as fait, tu vas voir qu'en fin d'ultra, tu vas avoir du gaz dans les jambes, puis tu vas avoir des bonnes jambes. Puis ça, c'est vrai, jusqu'au dernier kilomètre, j'avais vraiment des jambes, ça allait bien, mais c'est le reste qui allait pas. Arrive au fondeur, il reste 12 km, il reste 9,5 km avant l'arrivée. Puis j'avais l'objectif de le finir, c'était ça l'objectif A, mais j'avais aussi l'objectif de me dire, ce serait le fun de le faire en bas de 20 heures. Pourquoi? Je sais pas. 20 heures, c'est un chiffron. Sous les 20 heures, ça me semble un chrono qui était atteignable pour moi. Là, bon, ça a été un peu plus long que prévu parce que j'avais des problèmes gastriques, mais l'objectif était encore potentiellement possible. Il reste 1h15 pour faire 9,5 km, mais c'est en trail, c'est en montagne, puis j'ai 98 km dans les jambes. Dom puis moi, sans s'en parler, je pense qu'on était les deux mindés sur la même affaire. Dom savait que c'était un objectif secret, pas secret que j'avais. Moi, je l'avais dans la tête. On arrive au fondeur, je file pas trop mal. Je réussis à avaler 4-5 chips. Je dis salut à Marco Bédard, qui est le directeur des parcours, que j'avais reçu au podcast. Je dis salut à Anne Lemaire, qui était aussi au Ravito, qui est une autre invitée que j'avais reçue. Puis je fais OK, là on part. Et là, les 2, 3, 4 km qui ont suivi sont un peu plus roulants avant qu'on retombe dans du technique. Puis là, on a ouvert la machine. Puis là, j'avais des jambes. Puis là, j'avais pas faim. Puis là, l'énergie est vraiment revenue quand on a activé la machine. Quand je me suis mis à faire des kilomètres à 4,50 ou 5 minutes du kilo, ça avait l'air de 4 du kilo dans ma tête parce qu'on allait vite puis j'étais un peu cassé. Mais
J'avais des bonnes jambes, puis on avançait, puis on avait du fun, puis on s'est mis à redire des niaiseries, Tom puis moi, puis à accélérer, puis il était en avant de moi, puis il settait le pace, puis on roulait, puis les montées, on les courait, puis on a avancé, puis à un moment donné, ça tombe un peu plus technique, un peu plus de montées, de descentes, des traversées de rivière. Ah ouais, on y va, puis ça a vraiment bien fini. Au final, on a rentré ce tronçon de 9,5 km là en 1h10, donc j'ai fini en 19h55. Ça n'a aucune valeur, je sais même pas j'ai fini quelle position, mais dans ma tête, ça a comme été le petit coup de fouette de fin de course, de motivation, de se dire là, il reste 9,5 km. Ça fait une vingtaine de kilomètres que t'as pas tant de fun parce que t'as le ventre vide puis ça va pas comme tu veux. Fuck off, là on a du fun. On se donne un objectif bidon qui a aucune valeur, mais on race pour ça. Puis j'ai racé pour ce chrono-là qui a aucune valeur, que je me souviendrai plus dans 6 mois, mais ça a donné le petit coup de motivation qui fait que ce 9,5 km-là à la fin a été hyper trippant. Puis j'ai retrouvé le fun que j'ai eu pendant les 57 premiers kilomètres de la course sur ce tronçon-là avec Dom sur le parcours en pleine nuit. On n'a pas croisé un chat dans cette portion-là, on a juste avancé, puis on s'est rendu à la ligne d'arrivée, puis ça a été ça. Fait que, bon, ça fait 15 minutes que je jase de ma course, fait que je pensais que j'avais rien à dire, finalement j'en avais un peu à dire. Mais que c'est ça a été ça mon QMT. Tellement content de prendre ma revanche, mais rendu là, j'avais pas de sentiment négatif de « faut que je prenne ma revanche ». Il n'y avait pas de hargne là-dedans, c'était juste une espèce de « l'année passée, ça n'a pas été comme je veux corriger le tir, puis je vais avoir un bon feeling par rapport à cette course-là, puis je veux me rendre à la ligne d'arrivée, puis c'est ce qui s'est passé. » Mais moi, je ressors de ce week-end-là, puis je suis juste en amour avec notre communauté encore plus, je suis juste en amour encore plus avec le Québec Méga Trail. Du jeudi, du moment où il y a eu une conférence de presse, à l'image de la course dans une ferme dans le fin fond de Saint-Féréol-les-Neiges, au vendredi quand je suis parti avec ma blonde et qu'on est descendu à Beaupré, au samedi matin à Petite-Rivière-Saint-François sur le quai, qu'on est 300-400 personnes qui s'en vont prendre le départ d'une épreuve de 80 ou de 110 km, le parcours, les bénévoles qui sont exceptionnels, l'organisation du QMT qui est pro, je veux dire, on a une course de calibre international dans la région de Québec, puis tu sais, les gens qui ont découvert le trail à travers cette course-là pensent peut-être que c'est ça le standard, mais c'est pas ça le standard. Le Québec Méga Trail, on est dans Watt. C'est des parcours très bien balisés. C'est des ravitaux exceptionnels. C'est une organisation, un professionnalisme, mais tout ça à grand déploiement, tout en gardant un côté familial. Je vous le dis, il n'y a personne qui me donne une scène pour dire ça. C'est moi, de mon plein gré, que je vous dis que maudit que c'est une belle course. Puis on en a plein des belles courses au Québec, mais le Québec Méga Trail, c'est mon premier trail, un de mes premiers 50, mon premier DNF. Il y a beaucoup de premières par rapport à cet événement-là, puis je l'ai vraiment en tête, cette course-là, je l'ai dans le cœur, puis ça a été vraiment, vraiment trippant comme week-end. Jean Fortier, Marie-Michel, Marco, toute l'équipe du QMT, il y a des centaines de personnes impliquées, de près ou de loin, il y a des bénévoles qui sont impliqués. C'est exceptionnel ce qu'ils ont mis en place. Puis c'était le 10e anniversaire, fait qu'on les salue, on leur lève notre verre, puis je pense que 10 ans pour le Québec Méga Trail, c'est juste le début, puis longue vie au QMT. Fait que c'est ce qui clôt ma longue parenthèse sur ce Québec Méga Trail-là. Il y a eu des performances exceptionnelles qui ont lieu en fin de semaine, à tous les niveaux. Je parle pas juste de des performances rapides d'élite. Il y a des gens qui ont accompli des choses exceptionnelles. Il y a Chantal qui m'écrit depuis plusieurs mois, qui en était à sa première course de trail, qui tentait le 25. Puis je pense que le cut-off la stressait. Puis elle l'a réussi. Puis moi, je trouve ça malade. Moi, ça m'impressionne autant ça que peu importe quelle performance qui peut avoir lieu dans un temps rapide dans cette course-là. Moi, quelqu'un qui se dépasse, quelqu'un qui est effrayé mais excité d'essayer une course parce que le cut-off est serré. Mais Chantal, félicitations, tu l'as fait. Tu termines ton QMT 25 dans les temps réglementaires. Puis en bas de ça en plus. Puis gros finish, félicitations. On a eu le droit à une guerre, je sais pas, mais une grosse bataille sur le QMT 50, autant du côté des hommes que des femmes. Il y avait un field extrêmement compétitif. Jean-Philippe Thibodeau a trôné en 5h01. C'est extrêmement rapide pour un 50K aussi relevé, avec Elliot Cardin, David Jecker sur le podium. Du côté des femmes, Catherine Short, grosse performance. Sarah Bergeron-Larouche, toujours aussi solide en deuxième place. Mélodie Gilbert qui a fait ses débuts sur la distance du 50, une grosse troisième place à 10 minutes de Sarah. C'est très impressionnant aussi du côté de Mélodie. Elle était solide sur du 25-30 km. Personne n'avait de doute là-dessus. Là, sur du 50, on voit qu'elle va être aussi solide. Ça va être intéressant à suivre dans le futur. Mais pour vrai,
Gros QMT 50, grosse compétition. Même chose sur le 80, même chose sur le 110. Gabriel Sans Façon qui a gagné ça en 15h02. J'y parlais le lendemain sur le parcours, puis il me racontait à quel point ça n'a pas été une course idéale. Tu sais, des fois, tu te dis, le gagnant du QMT 110, c'est sûr que ça a été facile, une journée parfaite, mais non, pas tout le temps. C'est pas parce que c'est une victoire que ça a été une journée parfaite. Gabriel me contait que ça a été rough, puis c'était pas la performance escomptée, mais il a serré les dents, il l'a fini, puis il l'a gagné. Donc, on salue Gabriel. Sur le 100 000, on savait que ça allait être une grosse bataille. Jeff Cochon, quelqu'un qui a pu prendre une présentation dans le trail au Québec, et Sanjay Sherpa, un gars qui est très connu dans le monde du trail international. C'est un Népalais qui vit maintenant en France. Si vous regardez le parcours de ce gars-là, j'ai l'impression qu'il fait 10 courses de 100 000 par année. Il va à un rythme effréné, il enchaîne les grosses courses, puis c'est un gars extrêmement performant. Puis il arrive ici, pas familier avec le terrain québécois, très technique comme le QMT peut l'être. Puis Jeff Cochon, on se rappelle, a descendu le record du parcours de l'année passée de 1h30. Il a fini ça en 20h05, donc grosse performance de Jeff. Et Sanjay Sherpa a terminé 30 minutes devant Jeff en première place en 19h35. Il vient de mettre la barre très très haute pour ce nouveau record du parcours-là du QMT 100 000. Très impressionnant. Bastien-Olivier Hamon, Yannick Bernard, Robin Fournier complètent ce top 5 masculin-là. Des super performances. Puis là, je parle du top 5, mais n'importe qui a terminé une course en fin de semaine, vous pouvez être fiers. Du côté des femmes sur le 100 000, Kelsey Hogan, moi, je la voyais remporter cette course-là. Kelsey, moi, je l'ai vu aller au Gaspésia en 2019. On se rappelle que le Gaspésia 100 000 est une course extrêmement, extrêmement relevée. Il y a seulement 3 femmes qui l'ont terminé dans l'histoire. Et les 3 femmes, c'était la même année, c'était en 2019. Et Kelsey avait terminé première au Gaspésia 100 000 devant une certaine Anne Bouchard et une certaine Hélène Dumais. 2 filles qui n'ont plus de preuves à faire auprès de personne, des très solides coureuses. Puis Kelsey avait terminé devant. Donc on savait le potentiel de cette coureuse-là. Elle est arrivée sur le 100 000, elle a remporté ça en 28h18, près de 2 heures sous le record du parcours. Encore là, très impressionnant. Géraldine Micheron, Isabelle Bernier, Véronique Drouin complètent ce top 4-là. Isabelle Bernier, on la salue. Je l'ai reçue à 2 reprises au podcast. Je pourrais continuer comme ça parce qu'il y a eu plein de belles performances en fin de semaine. Il y a un William Brouard qui a remporté et le QMT 10 et le QMT 6 dans la même journée. Donc, des choses comme ça qui se sont passées, c'est malade. Mais tout le monde qui a participé de près ou de loin, les bénévoles, les athlètes, les crews, les pacers, les spectateurs, tout le monde, vous avez tous contribué à faire de ce QMT-là une édition légendaire, pour ne pas reprendre le slogan de cette 10e édition-là, mais vraiment, chapeau à tout le monde, c'était trippant de vous voir, puis de fin de semaine comme ça, tu ressors, puis tu peux pas ne pas être en amour avec notre sport. Ceux qui connaissaient déjà notre belle communauté, tu ressors craqué, puis tu te dis hey, c'est malade notre sport, c'est malade ce qui se passe. Puis quelqu'un qui découvre le trail à travers cet événement-là, il se dit OK, il y a de quoi de spécial qui se passe dans ce sport-là, puis il y a une piqûre qui se fait au QMT. Moi, ça a été le cas en 2018, puis regardez, j'étais encore là 5 ans plus tard à vous en parler, puis à dire à quel point j'étais en amour avec cette course-là. Donc voilà, c'est le QMT. Moi, veux pas, c'était un genre de pas un week-end choc, parce que c'est une course que j'avais sur mon radar depuis longtemps, mais ça demeurait une course que je voulais faire en préparation pour ma CCC qui s'en vient à l'UTMB le 26 août prochain. Puis je suis très en confiance, puis d'être allé creux, puis d'avoir persévéré dans des difficultés comme ça me craint, puis ça me dit OK, je suis prêt à affronter des défis qui auront peut-être lieu dans les Alpes pendant cette course-là. Le fait que j'avais encore autant de jambes en fin de course, que j'avais du gaz grâce aux entraînements que j'ai faits, ça me met aussi en confiance. Ça va être un parcours extrêmement différent, beaucoup plus montagneux, beaucoup moins technique. Mais je pense que c'est 2 courses qui peuvent se comparer dans leur niveau de difficulté pour des raisons différentes. Puis ça me met en confiance. Ça me met en confiance pour ça. Sinon, je voulais conclure en vous disant qu'on allait prendre une petite pause estivale. Vous le savez, moi, Pas sorti du bois, ça fait quasiment 2 ans que je sors une moyenne de plus d'un épisode par semaine. J'ai vraiment une régularité au mercredi, mais vous le savez, à travers, j'aime ça vous faire des petits épisodes bonus. Des fois, les épisodes avec Marianne, ça sortait le samedi. Des fois, avec les enfants, on en sort 4 en 4 jours. J'étais à un rythme assez freiné depuis le début, puis je vous apprendrai rien. Moi, c'est pas mon métier, pas sorti du bois, là. Loin de là, c'est un passe-temps. C'est quelque chose que je fais dans mes temps libres par passion. Puis avec le temps, on a créé cette belle communauté-là autour du podcast. Puis il y a des milliers de personnes qui le suivent. Puis ça me touche toujours, ça me fait toujours capoter quand je réalise ça. Mais
ça demeure que c'est un passe-temps, c'est pas mon métier. Et j'ai un métier dans la vie, puis ce métier-là, ça donne à être dans sa période la plus intense en ce moment. Moi, je travaille au Festival d'été de Québec. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands festivals de musique en Amérique, au monde. On reçoit des centaines et des centaines de milliers de personnes à Québec pour ce festival-là qui dure pendant 12 jours cette année. Habituellement, c'est 11, puis ça commence aujourd'hui, au moment de la diffusion de l'épisode, le mercredi 6 juillet. Donc moi, je vais être sur un ultra d'une 12aine de jours avec beaucoup d'heures de travail, beaucoup de plaisir à gérer cette équipe-là, à mettre en place ce festival-là, puis à triper pendant plusieurs jours avec tous les festivaliers qui vont être là. Donc, c'était impossible pour moi d'essayer de squeezer un épisode à travers ça, vous comprendrez. Puis je me dis, après ça, voyage en Europe, la CCC, on va se dire qu'on prend un break estival, puis peut-être, je dis bien peut-être, il y aura peut-être des épisodes surprises qui popperont à un moment donné dans l'été à travers mes temps libres, mais on se dit, petite pause estivale, puis après ça, on repart à l'automne, le couteau entre les dents. J'ai déjà beaucoup d'invités avec qui j'ai parlé, qui sont réservés, sont prêts. On va se trouver des moments pour enregistrer, puis il y a des belles choses qui vont continuer de s'accomplir dans notre sport, puis il y a plein de belles histoires qui vont être tripantes à mettre en lumière à pas sortir du bois. Donc, c'est ça. Pause estivale. Je sais très bien que vous allez pouvoir continuer à écouter des épisodes dans le passé parce qu'il y en a plusieurs, puis je le vois dans mes statistiques, il y a beaucoup de monde qui découvre l'épisode récemment avec des gens que je reçois puis qui décident de reculer dans le temps. Donc, c'est le temps de faire du rattrapage, c'est le temps d'écouter autre chose. Il y a plein d'autres bons podcasts, il y a plein de bonne musique à écouter. Je suis certain que vous manquerez de rien, puis on va se dire à dans quelques semaines quand Pas sorti du bois sera de retour. Je vous incite à continuer de nous suivre sur les médias sociaux, Instagram, Facebook. C'est là que je continue de vous tenir au courant, même s'il n'y a pas d'épisode dans les 2-3 prochaines semaines, ça demeure que je vais sûrement partager une coupe d'affaires. Il y a des courses qui s'en viennent, la Hard Rock s'en vient, le Vermont-San, ça va être trippant de suivre nos Québécois qui participent à ces courses-là ou tout simplement les athlètes élites, puis c'est toujours trippant de voir qui de Kylian ou de François ou des autres va remporter la Hard Rock. Fait que moi, je vais m'amuser à continuer de couvrir les courses de cette façon-là. Je vais continuer à parler de trail, puis à un moment donné, peut-être cet été, un épisode popera, un deuxième, puis on sera de retour à une espèce de régularité. Mais moi, je le dis tout le temps en fin d'épisode un peu rapidement, mais je tiens vraiment à remercier tout le monde. On est rendu à 105 épisodes. Puis je vous rassure, Pas sorti du bois, ce n'est que le début. Je dis ça depuis longtemps, mais c'est vrai pareil. Moi, c'est un projet long terme, c'est un passe-temps long terme. Puis je le ferais pas s'il n'y avait pas des gens qui étaient pas là pour écouter, on s'entend là. Je trippe à jaser de trail, mais pas tout seul devant un micro puis personne qui écoute. Je suis vraiment content qu'il y ait du monde qui l'écoute. Je suis content de constater que ça répond à un besoin puis qu'il y a du monde qui trippe à découvrir mes invités. Puis tu sais, c'est le cool, la formule, là, tout seul. Je vous parle un peu de ma course, mais c'est pas ça que j'aime faire. Moi, ce que j'aime, c'est de m'asseoir avec des gens intéressants puis de jaser de trail. Puis c'est ça que je vous réserve pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. C'est ça, Pas sorti du bois. Donc, je vous remercie tout le monde d'être présent semaine après semaine. On se prend une petite pause estivale, puis on se revoit très bientôt. Je remercie, comme d'habitude, David Hébert qui signe le design graphique depuis les tout débuts. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC, Capic Boréal qui sont des partenaires du podcast, qui sont avec moi là-dedans, qui me fournissent de la bonne bière, des bonnes bars, puis du bon café pour mes courses, pour mes enregistrements, mais qui croient en le projet, puis ça, je trouve ça trippant. Je vous remercie vous, puis je vous dis, pas à la semaine prochaine comme habituellement, mais je vous dis au mois prochain pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.